Salam alaikum, Azul Flaouen, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, aujourd'hui, il y a une communauté qui va mal et qui de plus en plus va se sentir mal. C'est la communauté musulmane en France et plus largement en Europe. Vous avez compris, nous allons parler ce soir du rapport sur les frères musulmans. Alors, frères musulmans, vous savez, c'est une façon gentille de dire les musulmans, car il faut toujours accuser quelqu'un de spécifique pour plus largement créer un imbroglio sémantique et réflexif autour de la question de la présence des musulmans en France et en Europe. Alors vous savez, je connais un peu la question de l'islam et des musulmans en France et en Europe. Déjà en 2015, janvier 2015, après l'attentat de Charlie Hebdo, j'avais fait une interview sur la chaîne russe Russia TV et je disais que je prévoyais le début de la fin de la communauté musulmane en France et en Europe. Ça avait été repris par le site Oumma qui traite des questions relatives aux musulmans et à l'islam en France, vous voyez. Nekaz prévoit le début de la fin de la communauté musulmane en Europe. Et vous voyez la date, janvier 2015. J'ai récidivé, vous savez, je suis assez constant dans ma démarche, aussi bien avec Total qu'avec les questions sociétales. Là, c'était en 2021, novembre 2021. J'avais publié une tribune sur la question de l'islam en Europe et je disais qu'il fallait réfléchir à ce que j'appelle la remigration positive. Donc là, ça a été repris par un site électronique algérien qui s'appelle Observe Algérie. Rachid Nekaz propose une solution pour l'islam en France et évoque un retour possible des musulmans. Donc, on évalue à peu près une dizaine de millions de musulmans en Europe et j'ai dit, avec cette discrimination, avec cette islamophobie galopante en Europe, il est sage de prévoir dès maintenant un retour dans les différents pays d'origine, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique noire, en Turquie ou ailleurs. Et qu'est-ce que je proposais à ce moment-là? Je proposais, vu le climat délétère au sujet de la présence des musulmans en Europe, d'organiser un référendum, style Maastricht, un référendum où on poserait la question à tous les citoyens européens, est-ce que oui ou non, vous voulez interdire l'islam dans la Constitution européenne? Et c'est cela que j'ai proposé. Donc c'est un référendum sur la présence de l'islam en Europe. Voilà ce que je proposais déjà en 2021. Alors à l'époque, les Algériens me disaient « Mais Rachid, tu exagères comme toujours !» Regardez ce qui se passe depuis les élections européennes et législatives de juin-juillet 2024. Vous voyez bien qu'il y a une dégradation terrible. Il y a une stigmatisation exécrable des musulmanes et des musulmans en Europe. Et à la faveur de la crise entre Paris et Alger, les choses ne font que se dégrader. Et derrière le mot musulman se cache évidemment un gros mot, si je peux me permettre cet usage familier de la langue française. Et ce gros mot, c'est qui? C'est quoi? Ce sont les Algériens. Car aujourd'hui, qui dit musulman dit algérien en France. Et c'est la raison pour laquelle, comme je viens de vous préciser, je préconisais l'organisation du retour des 10 millions de musulmans dans leur pays d'origine, des musulmans qui sont présents en Europe, car je disais que l'islam est de moins en moins toléré en France. Et ça date de 1989, avec l'affaire du voile dans un collège à Creil, dans le département de l'Oise, une soixantaine de kilomètres de Paris. Ensuite, en 2004, l'interdiction des signes religieux à l'école. Et ensuite, vous connaissez la question du niqab à partir de 2010-2011. D'abord en Belgique, ensuite en France et ensuite dans 6 autres pays européens. Et vous connaissez mon engagement pour défendre la liberté de ces femmes ou de porter le niqab en Europe ou de ne pas porter le voile au Soudan ou en Iran. Et vous savez que le 8 mars 2018, je me suis rendu à Téhéran pour faire libérer 29 femmes qui avaient été incarcérées parce qu'elles n'avaient pas voulu porter le voile
dans l'espace public, comme je suis respecté, le grand ayatollah Golpagani a décidé de libérer ces femmes-là, car en 2010, il avait salué mon action pour la liberté des femmes de porter le niqab en France. Bref, tout ça pour vous dire que ces questions-là, je les connais parfaitement et je vous ai assez sensibilisé sur le danger qui guette les musulmans en Europe. Car si les musulmans européens, notamment en France, pensent qu'ils vont être protégés par la loi, qu'il ne va rien leur arriver, sachez que l'histoire est implacable. Vous connaissez le grand Boabdil, c'est comme ça qu'on l'appelle, en tout cas c'est comme ça que les Espagnols l'appellent. C'est le dernier souverain de Grenade en 1492. Après 781 années de présence continue en Espagne, le dernier souverain musulman. À l'époque, on ne faisait pas la différence entre les Arabes et les Berbères comme aujourd'hui, car vous connaissez la devise. Il faut diviser pour mieux régner. À l'époque, on les appelait les musulmans, tout simplement. Malgré 8 siècles de présence en Espagne, à partir de 1492 jusqu'en 1614, 300 000 juifs ont été expulsés d'Espagne à partir de 1492, et les musulmans ont eu un peu de temps, notamment ceux qui se sont convertis au christianisme, et à partir de 1609 jusqu'en 1614, il y a eu 400 000 musulmans arabes et berbères qui ont été expulsés d'Espagne, quand bien même ils avaient changé de religion. On les appelait les morisques. Donc vous voyez, ça ne sert à rien de changer de prénom ou de religion. Vous êtes facilement identifiable. Et l'épisode de Boabdil de Grenade devrait faire réfléchir plus d'un. Alors, pourquoi les choses vont mal en France? Pourquoi la situation des musulmans est devenue si précaire en France? Faisons un petit retour en arrière dans l'histoire pour essayer d'apporter un peu de lueur, un peu de lumière, un peu d'explication. Alors je vais faire un peu de questions-réponses. À votre avis, pourquoi les Blancs ont réduit en esclavage, allez, 200 millions de Noirs africains? À votre avis, pourquoi? La réponse est simple, c'est que les Blancs se sont toujours considérés, surtout après la découverte de l'Amérique en 1492 et surtout après l'expulsion des Juifs et des musulmans d'Espagne, toujours la même année 1492, les Blancs se sont considérés comme étant supérieurs à toutes les autres races. Les Noirs, les Marrons, les Jaunes, les Verts, les Violets. Vous avez compris mon insinuation. Donc, l'esclavage, l'origine de l'esclavage, c'est un complexe de supériorité du blanc sur le noir. Je poursuis. Pourquoi il y a eu la colonisation? Colonisation, extermination. La colonisation, c'est non seulement ce qu'a fait l'esclavage, c'est-à-dire acheter des Noirs et les vendre, notamment dans toutes les Amériques, à la fois en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. La colonisation, c'était pas uniquement prendre possession des corps, mais prendre possession des terres dans lesquelles vivaient les populations dites inférieures aux Blancs. C'est la colonisation et elle a été associée à l'extermination, car les Blancs, notamment en Algérie ou en Afrique du Sud, ont décidé de prendre possession des terres. Il y a eu ce qu'on appelle des colons, des colonisations de Blancs qui ont vécu là-bas. Et ces 2 rares cas en dehors du Kenya, il y a 3 cas en Afrique où il y a eu des populations blanches qui ont décidé de prendre possession des terres et de vivre sur place. Algérie, Afrique du Sud et Kenya. Donc évidemment, il fallait exterminer les populations qui étaient sur place. En Afrique du Sud, c'est les Zoulous. En Algérie, c'est les indigènes dont je vais parler, à la fois arabes et berbères. Et au Kenya, c'est les Mao Mao. Il y a eu une fameuse révolte des Mao Mao. Il y a eu 80% de la population du Kenya qui a été exterminée. On n'en parle jamais. Pas par les Français cette fois-ci.
par les Anglais. Alors en Algérie, je vous ai dit, comme le blanc se considère comme étant supérieur aux autres races, il a décidé de considérer les Algériens, mais pas que les Algériens, tous les Noirs d'Afrique et les Asiatiques étaient sous la tutelle des Français, comme des indigènes. Voilà, des indigènes. Alors je vous recommande ce magnifique livre de Olivier Lecourt-Grandmaison, c'est le même qui a écrit donc Colonisé, exterminé, sur la guerre et l'État colonial. Donc ça s'appelle De l'indigénat, anatomie d'un monstre juridique, retenez bien, juridique, un monstre juridique, le droit colonial en Algérie et dans l'Empire français. Voilà, très beau livre qui explique pourquoi la France a décidé d'inventer un concept juridique qui établit dans le marbre de la loi une différenciation juridique entre le français en France et l'étranger dans son propre pays, et en l'occurrence l'Algérie, l'Afrique noire et l'ensemble des terres asiatiques qui étaient sous la tutelle de l'État colonial français. Alors maintenant, je vous ai expliqué l'esclavage, la colonisation, l'indigénat. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi il y a eu 3 guerres importantes dans l'histoire depuis le 19e siècle. La première guerre, vous la connaissez, c'est la guerre d'Algérie. Là, c'est les fameuses chroniques algériennes d'Albert Camus. La deuxième, c'est la guerre civile américaine de 1861. Bon, là, il met 1860, mais elle a commencé, on va dire, historiquement parlant, 1861 jusqu'en 1865. Je vous rappelle qu'elle a coûté la vie à 700 000 personnes. Alors là, il n'y avait que des Blancs, hein, et 2 millions de blessés. Vous imaginez, les États-Unis d'Amérique ont vécu une guerre civile. Et vous savez pourquoi il y a eu la guerre civile aux États-Unis? Car les Blancs des États du sud des États-Unis refusaient de considérer les Noirs comme des êtres humains. Ils ne voulaient pas mettre fin à l'esclavage, car les Blancs du nord des États-Unis, notamment avec le président de l'État fédéral américain, Lincoln, a dit que maintenant, on doit mettre fin à l'esclavage et les Noirs et les Blancs auront les mêmes droits. Les États du Sud des États-Unis ont dit non, 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 pas les mêmes droits. Et il y a eu 700 000 morts et 2 millions de blessés, car les Blancs du Sud des États-Unis refusaient de considérer les Noirs du Sud, des Noirs américains, non seulement comme des êtres humains, mais comme des citoyens américains à part entière. Donc ça, c'est la guerre civile à cause du fait que des Blancs refusaient de reconnaître les Noirs comme des citoyens comme eux. L'Algérie, encore une fois, parce que les Français, les colons d'Algérie, ont refusé de reconnaître les Algériens comme des citoyens français. Ils ont dit non, 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 car si on donne la nationalité aux Algériens, ben, comme ils sont majoritaires en Algérie, ils étaient 8 millions, les Français étaient 1 million, ils se sont dit mais ils vont avoir le pouvoir politique. Donc non, on ne leur donne pas les mêmes droits que nous, sinon on va perdre le pouvoir politique. Et en Afrique du Sud, avec Nelson Mandela, pourquoi il y a eu le régime de l'apartheid? C'est exactement le même problème qu'en Algérie. Les Noirs, c'était 80% de la population, les Blancs 20%. Ils se sont dit, si nous donnons le droit de vote aux Noirs, forcément les Noirs vont avoir le pouvoir politique et nous resterons, nous c'est-à-dire les Blancs, resteront minoritaires. Donc à cause du fait que les Blancs n'ont pas voulu accorder les mêmes droits aux Algériens, aux Noirs des États-Unis et aux Zoulous et Noirs plus largement d'Afrique du Sud, il y a eu ce qu'on appelle des guerres ou des guerres civiles. Et maintenant, revenons à ce qui se passe en France. Pourquoi en France ça va mal? Alors je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Pendant qu'il y a eu l'esclavage, notamment aux Antilles et en Afrique, est-ce que, à votre avis, est-ce qu'il y avait des esclaves en France? Allez. Et là, vous allez comprendre que c'est important, la dimension juridique. Eh bien non. Au moment où Louis XIV a publié ce qu'on appelle le Code noir, c'est-à-dire le code qui officialisait l'esclavage dans les Antilles, dans ce même Code noir, il est dit expressément qu'il est interdit de permettre l'esclavage en France. Eh oui, c'est intéressant quand même, car
la terre française, le territoire français était considéré comme une terre de sacralité. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'Église était considérée comme la France était considérée comme la fille aînée de l'Église. Donc il y avait le roi tout en haut, qui était le représentant de Dieu sur terre, et les sujets du roi. Et en aucune manière, ces sujets devaient être des esclaves. Donc oui, pour autoriser l'esclavage en Afrique, aux Antilles, mais assurément pas en France. Ah non! Tous les sujets du roi étaient, on va dire, à égalité, bien sûr en respectant les trois ordres, c'est-à-dire le tiers-état, la bourgeoisie et la noblesse à partir de 1789. C'est intéressant, hein? Vous savez, il y a même des intellectuels de l'époque, vous connaissez Condorcet sûrement, qui avaient publié des réflexions sur l'esclavage des nègres, pour dire quand même dans les Antilles, il faudrait peut-être mettre fin à l'esclavage. Il y a eu pas mal de réflexions de grands auteurs comme Montesquieu, Condorcet, etc. Mais tout ça pour vous dire que la France et même l'Angleterre faisaient toujours la distinction juridique entre les lois qui étaient appliquées à l'intérieur de ces grandes nations des Lumières. Je vous le rappelle, c'était considéré comme des grandes nations de Lumière, mais en dehors de leur territoire, c'est-à-dire en dehors du territoire français ou du territoire britannique, on pouvait faire ce qu'on voulait, massacrer, tuer, violer, on pouvait tout faire, tout faire. Et donc c'est parce que, en dehors du territoire français ou britannique, on refusait de considérer les races inférieures comme égales de la race blanche, qu'il y a eu toutes ces guerres. Mais à l'intérieur, tout le monde était à égalité. Et oui, c'est intéressant, hein? La France ne pratiquait pas l'indigénat en France. La France ne tolérait pas l'esclavage en France. C'est uniquement à l'extérieur du territoire français. Alors, vous savez qu'il y a eu la guerre d'Algérie, qui a fait 1,5 million de morts. Pourquoi il y a eu la guerre d'Algérie d'après vous? Pourquoi faire la guerre, finalement? Comment un grand pays des Lumières comme la France peut-elle faire la guerre à une population dans son propre pays? Il y a eu la guerre d'Algérie uniquement, je dis bien uniquement, parce que l'État français avait refusé d'accorder le droit de vote égal pour tous les habitants d'Algérie. C'est la seule raison. Car dans les années 30, je vous rappelle que les intellectuels algériens ou les militants politiques algériens, par exemple Farhat Abbas, pour ne citer que lui, ou l'avocat dont je vous ai parlé hier, Boudjama Aoudia, demandaient simplement les mêmes droits que les Français. C'est tout ce qu'ils demandaient. Ils ne demandaient pas l'indépendance dans les années 20, dans les années 30. Le seul qui a demandé l'indépendance, c'était qui? C'était Messa el-Hajj, c'est le premier. Là, une magnifique biographie. D'ailleurs, c'est la thèse de doctorat du grand historien français Benjamin Stora sur Messa el-Hajj. Messa el-Hajj a été le premier à revendiquer l'indépendance de l'Algérie, car il ne croyait pas que la France allait accorder les mêmes droits politiques aux Algériens que ceux qui étaient accordés aux Français. Il leur dit, ne vous faites pas d'illusions, la France ne nous considérera jamais comme des citoyens français à part entière. Mais tous les autres intellectuels de l'époque, eux, pensaient qu'il pouvait y avoir une unité de droit entre les indigènes, comme dirait Grand Maison, et les colons. Et oui, ben non. C'est parce que l'État colonial français a refusé de donner les mêmes droits politiques aux Algériens qu'aux Français qu'il y a eu la guerre d'Algérie. De la même façon, c'est parce que les Blancs refusaient de donner les mêmes droits aux Noirs des États-Unis qu'il y a eu la guerre civile américaine entre 1861 et 1865. Et c'est parce que les Blancs d'Afrique du Sud, ils sont à la fois anglais et hollandais, ont refusé de donner les mêmes droits politiques aux Noirs qu'il y a eu le régime d'apartheid pendant tellement longtemps, jusqu'en 1990. Alors, puisque en France, revenons à la France, c'est le sujet du jour, puisqu'en France, tout le monde a les mêmes droits. Les Arabes, les Berbères, les Sénégalais, les Maliens, et qui font beaucoup d'enfants, bah c'est devenu un problème. Oui, parce qu'au début, allez, jusqu'en
62, bon, la France avait réglé le problème de l'esclavage, de la colonisation. Allez, tous les pays africains deviennent indépendants. Le Vietnam aussi, donc foutez-nous la paix. Maintenant, on est entre nous en France, tout va bien. Alors au début, ils avaient besoin un peu d'Arabes, de Berbères pour reconstruire la France à partir de 1945, 60, 65, 70, ces fameuses 30 glorieuses. Mais ils ont fait beaucoup d'enfants. Et maintenant, c'est devenu un problème. Et le problème, il est où? C'est qu'ils ont tellement d'enfants que dans certaines villes, le pourcentage des populations d'origines étrangères est devenu très important. En plus, avec la précarité sociale, précarité administrative, etc., on a des villes dans les banlieues parisiennes, banlieues lyonnaises, banlieues lilloises, banlieues toulousaines, marseillaises. On a des villes où le pourcentage, on va dire, des Français d'origine étrangère, et en particulier musulmane, va de 20, 30, 40, 50%. Et là, panique à bord, oui, panique à bord. Mais oui, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il va nous arriver la même chose qu'en Algérie ou en Afrique du Sud? Qu'est-ce qui va se passer si dans certaines villes les musulmans deviennent majoritaires? Donc panique à bord chez les énarques, ceux qui ont fait l'école nationale d'administration. Eh oui, panique à bord. Et donc là, tout d'un coup, il y a un rapport qui vient de sortir, commandé, dit-on, par le président de la République dès avril 2024. Donc on était 2 mois avant les élections européennes et 3 mois avant les élections législatives qu'il y a eu en France, juin, juillet 2024. Donc le rapport a mis 1 an, hein, 1 an avant d'être publié. Alors c'est dans toute la presse, non seulement la presse française, mais dans toute la presse mondiale, on ne parle que de ça, du fameux rapport choc sur les frères musulmans qui a été publié, devinez par qui? Bah, évidemment, le sieur Retailleau. Ben oui, Retailleau, Bruno Retailleau. Et il est intelligent, hein, il a attendu de gagner, de prendre la tête du parti Les Républicains, parti de droite, pour publier son rapport, pour continuer dans la... Allez, après l'Algérie, maintenant les musulmans. Ben évidemment, ben, il fait du marketing politique. Qui va lui reprocher? Dites-moi qui va lui reprocher. Alors ce rapport était présenté, bon là c'était le Figaro, était présenté donc au président de la République, il fait 76 pages, nous allons y revenir à ce fameux rapport. Et dans ces 76 pages, donc il y a un état des lieux sur l'historique, l'implantation en France et les méthodes de cette société quasiment secrète, dit le Figaro, quasiment secrète. Incroyable, hein, on se croirait en pleine franc-maçonnerie ici, hein. Donc quasiment secrète, constituée de militants assermentés, à croire que c'est des avocats ou des greffiers, ayant pour objectif la réislamisation de la communauté musulmane, le séparatisme ou parfois la subversion. Ça fait beaucoup là quand même, hein. Donc, quand on dit réislamisation, donc c'est une dimension religieuse, séparatisme, c'est une dimension territoriale, c'est-à-dire que les musulmans et les autres ne vivent pas ensemble, et subversion, là, c'est une dimension qui relève de l'ordre public, c'est-à-dire c'est un danger, il faut prendre les dispositions nécessaires car ils peuvent perturber ou mettre en danger la République. Attention! Attention, danger, péril en la demeure. Il rajoute, ayant infiltré plusieurs pays européens, dont la France, en entrant dans de multiples associations. Alors je vous rappelle qu'en France, il y a 2 millions d'associations. N'importe qui peut créer une association. À mon niveau, j'en ai créé 5. En 40 ans, plutôt en 33 ans. Donc, en entrant dans de multiples associations, écoles coraniques, il y a à peu près 2700 lieux de prière en France, ou mosquées, la confrérie des frères musulmans, je vous rappelle qu'elle a été fondée par Hassan el-Banna dans les années 20, et Hassan el-Banna, c'est un Égyptien qui a été tué d'ailleurs, qui est le grand-père du grand intellectuel Tariq Ramadan, qui a eu beaucoup de problèmes judiciaires, comme moi, vous savez, dès que quelqu'un parle bien, ben on essaie de le neutraliser. Bon, bref, la confrérie des frères musulmans prône l'opacité, c'est-à-dire, on se cache. Il y a un mot en vogue, ça s'appelle la taqiyya. Taqiyya, vous savez, c'est les chiites, il ne faut pas dire la vraie religion, la taqiyya. Tous les universitaires, tous les journalistes sortent ce mot, voilà, c'est devenu le nouveau gros mot des musulmans, vous savez, ils se cachent. Ils se cachent, attention, ils ont un plan derrière la tête. C'est comme ça qu'ils sont perçus aujourd'hui, les musulmans en France. Donc, la confrérie des frères musulmans prône l'opacité pour
implanté en Occident l'islamisme politique. Waouh, oh là là là, c'est du lourd, vous savez. Quand on lit ça, waouh, 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 c'est du lourd. Alors, peut-être que la France a peur qu'elle devienne comme l'Espagne pendant 780 ans. Il y a eu en effet l'islamisme politique. Mais ça veut dire quoi l'islamisme politique? Ça ne veut rien dire. L'islamisme politique, ça veut dire des musulmans, en tout cas des citoyens par exemple, français et européens, de confession et de culture musulmane, qui ont un poste de responsabilité, par exemple dans une mairie, dans un département, dans une région ou au sein d'un ministère. On pourrait par exemple considérer qu'un maire qui est d'origine musulmane est un élément de cet islamisme politique. Il pourrait même dire que Rachida Dati, qui est ministre de l'Agriculture et avant ça ministre de la Justice, est un élément de cet islamisme politique. Mais vous vous rendez compte là? Comment ils amplifient le phénomène. Et je vais vous dire pourquoi ils en parlent comme ça, juste après. Courage. Vous savez qu'il va y avoir des élections municipales, bientôt là, dans un an. Élections municipales, je vous ai dit, il y a à peu près, je ne sais pas, 200 villes où les musulmans et puis les Français d'origine étrangère représentent entre, 10 et 50% de la population. Vous imaginez, tout d'un coup, on peut se retrouver, à bref ou moyen terme, avec 500 élus, par exemple. 500 élus musulmans. Ah, attention, vous savez, en France, il y a un système qui permet à n'importe quel candidat qui a 500 signatures de maire d'être candidat aux élections présidentielles. C'est de ça dont ils ont peur, les Français. Ils ont peur que en 2027, surtout en 2032, il y ait assez d'élus musulmans, français de culture musulmane ou de religion musulmane, qui puissent parrainer un candidat aux élections présidentielles. Voici de quoi a peur l'État français. Mais on va y arriver. Et ils disent, par exemple, pour les rapporteurs de ce rapport de 76 pages, ils disent que la matrice de l'islamisme posée par les frères musulmans, qui ne représente que 7% des lieux de culte musulmans au passage, donc c'est extrêmement minoritaire. Vous avez bien compris qu'on veut faire de l'amalgame. C'est une spécialité française. Donc, la matrice de l'islamisme posée par les frères musulmans allie inculturation d'une tradition moyen-orientale, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'ailleurs et qui est transposé en France, dans les pays d'implantation et dissimulation tactique, waouh, d'un intégrisme subversif. Je crois qu'ils vont tous aller en prison, ces gens-là. Il y a combien 8 millions de musulmans, il faut que le sieur Darmanin prépare 8 millions de places de prison, parce que là, il faudra tous les mettre en prison à ce rythme-là. Ou bien les expulser, ou bien faire ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. 6 millions de juifs ont été envoyés dans les camps de la mort et ensuite exterminés. Est-ce que c'est ça que cherchent les rapporteurs de ce rapport? Bon, je ne sais pas. Et il dit, la question des réseaux sociaux est un vecteur pour les islamistes qui surfent sur des éléments d'actualité et remettent en cause ce que la République défend en matière de laïcité, notamment pour essayer de démontrer que l'État est islamophobe. Mais qui ose dire des choses pareilles? Mais non, l'État français n'est pas islamophobe. L'État français a juste pratiqué l'esclavage en Afrique. L'État français a juste colonisé l'Algérie pendant 132 ans en exterminant d'abord 4,5 millions d'Algériens, ensuite avec la guerre de 54 à 62, 1,5 million de morts. Non, l'État français est généreux, il est gentil. En aucune manière on peut le qualifier d'islamophobe ou de négrophobe, je ne sais pas. Que dire? Bon bref, c'est dans toute la presse. La Midi Libre, un journal régional, rapporte choc sur les frères musulmans, un rappel à l'ordre très très ferme. Macron recadre ces ministres qui sont allés trop loin. Trop loin, c'est juste parce qu'ils ont divulgué ce rapport dans la presse. Évidemment, Retailleau, il a bien travaillé, 76 pages. Il a fait un bon devoir, évidemment, qu'il faut qu'il en parle. Donc ça, la réunion a eu lieu le 21 mai 2025, donc il n'y a pas longtemps.
Et on dit que le président Macron n'a pas apprécié que les mesures proposées par les équipes de son gouvernement, qui selon lui manquaient de fermeté. Ah oui, trop gentil. Vous savez, parmi les mesures préconisées, ils veulent même enseigner l'arabe à l'école, pour pas que les frères musulmans n'enseignent que un discours religieux. Ils considèrent que la langue arabe, c'est laïque, c'est profane. Donc, c'est bien. Déjà, il y avait une circulaire de Jacques Lang, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, et qui avait dit que s'il y a au moins 12 élèves dans une école qui demandent l'enseignement d'une langue, que ce soit l'arabe, le wolof, le berbère ou turc, ben, ils peuvent faire cette demande et il y aura un prof. J'ai trouvé que c'était une bonne mesure à l'époque. Vous savez, ça date, hein. C'était les années 80. C'était au moment où Jospin était revenu au pouvoir en tant que Premier ministre. C'était de 1997 à 2002. C'était une bonne proposition. Et donc, M. Macron dit que les mesures des ministres, ça manque de fermeté. Donc, vous vous en souvenez, les Algériens dans la presse algérienne disaient « Oui, Macron, il est gentil, le méchant, c'est Retailleau. » Ben là, pour le coup, Macron a considéré que Retailleau était trop gentil dans ses propositions. Lui, il veut des choses beaucoup plus dures. Allez, soyons durs. Donc, M. Macron, le président, a pointé le fait que certaines tournures de ce rapport pouvaient stigmatiser la communauté musulmane, ce qui n'était pas tolérable non plus. Oh, il est tellement gentil maintenant, M. Macron. D'un côté, il est ferme, il veut, allez, il faut absolument détruire les frères musulmans en France, mais il ne faut pas les stigmatiser, les musulmans. Bah oui, il y a des élections bientôt en 2027 présidentielles. Il ne faut pas qu'ils aillent tous chez LFI ou, je ne sais pas, ou peut-être chez le Rassemblement national de Le Pen, vous savez, on a vu des choses. Hein. Donc, M. Macron a dit que les propositions du rapport étaient insuffisantes. Oh là là. Eh bien, dis donc. Donc, d'un côté, la colère du chef de l'État est due au manque de fermeté des propositions des ministres. Il faut des propositions qui soient à la mesure de la gravité. Oui, c'est grave. À croire qu'il y a des attentats tous les jours à Paris en ce moment, ou à Marseille, ou à Lyon, à Lille. Résume un proche du dossier à nos confrères. Selon Emmanuel Macron, les pistes ne sont pas à la hauteur de la menace que représente l'entrisme dans le pays. Alors là, il faut qu'on reste un petit peu, quelques secondes, sur la signification du mot entrisme. Entrisme, c'est faire un peu comme nos cousins hébraïques. Ils sont partout, dans la finance, dans les médias, dans la politique, dans la culture. Ils sont partout. Et bravo! Chapeau, c'est un exemple à suivre. Mais quand les musulmans font pareil, c'est-à-dire, comme dirait le rapport, cherchent à pénétrer dans certaines institutions, certaines sphères de la société pour mieux étendre leur influence, ah non, 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 attention, non, 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 vous n'allez pas faire du lobbying quand même, voyons, vous n'allez pas enquiquiner des maires, des préfets ou des ministres ou des rédacteurs en chef de journaux, de radio, de télévision. Non, 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 vous n'allez pas nous embêter quand même. Hein. Bon, on accepte que nos cousins hébraïques aient du pouvoir à tous les niveaux. Vous savez, il y a même un génocidaire qui s'appelle Benjamin Netanyahou. Il est frappé d'un mandat d'arrêt international, mais il se balade tranquille, il prend l'avion, personne ne l'arrête. Hein. Il va en Hongrie, il va à Washington, il va peut-être même dîner chez, je ne sais pas moi, chez Macron, chez je ne sais où, chez Mélanie. Mais vous croyez que quelqu'un va l'embêter? Non, non, non. Moi, j'ai eu un mandat d'arrêt international, délivré par la France, mais je me suis rendu tout seul comme un grand. Ben oui. Chez nous, on a du NIF, vous savez. Bon, bref. L'élite française a peur que les musulmans, bon, avant, vous savez, la génération de nos parents, ils étaient éboueurs, ils étaient ouvriers, ils étaient chauffeurs, mécaniciens, électriciens. Maintenant, leurs enfants, leurs petits-enfants, ils sont ingénieurs, médecins, avocats, architectes, universitaires, écrivains, journalistes, hommes politiques, banquiers. Ah non, 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 c'est pas bon ça. Il faudrait, vous savez, limite, si on ne va pas interdire aux musulmans d'aller à l'école, parce qu'il ne faut pas qu'ils aient des diplômes quand même, voyons. Parce qu'à l'époque, vous savez, la génération de mes parents, ils avaient besoin d'un écrivain public pour faire leur courrier.
Et après, quand leurs enfants ont grandi, bah, c'était mes frères et mes sœurs qui faisaient le courrier de mes parents pour l'administration, pour la préfecture, pour l'école, etc., etc. Et là, je crois que ça fait peur. Je crois que la France, finalement, elle veut reproduire le même schéma qu'elle a fait en Algérie. Vous vous souvenez, en 1830, 90% des Algériens savaient lire et écrire. Au bout de 132 ans de colonialisme civilisationnel, 90% des Algériens ne savaient ni lire ni écrire. Quelque part, je crois que la France, l'État français voudrait que les musulmans qui vivent en France ou qu'ils aient la nationalité ou un titre de séjour, bah, je crois qu'ils ne veulent pas qu'ils savent lire et écrire et sachent formuler des phrases. Oui, ils ne veulent pas. Donc voilà, c'est dans toute la presse. Rien ne va plus en France. Vous savez bien, rien ne va plus. Alors il rappelle dans son rapport qu'il y a eu la loi contre le séparatisme en 2021. Vous savez, ils ne veulent pas que les musulmans vivent séparés des autres. Bah oui, allez, on va dire une grande majorité des musulmans de France sont des familles modestes, évidemment. Ils ne peuvent pas habiter à Neuilly ou dans les beaux quartiers, ou dans le 16e, à Paris. Bah oui, ils vont dans le 9-3, dans le 9-4, dans le 9-5, dans le 7-8. Oui, mais évidemment. S'ils avaient de l'argent, évidemment, tout le monde voudrait vivre à Cannes, à Nice, à Neuilly, etc. Mais c'est un problème social. Le séparatisme, il est lié au fait que des gens qui se ressemblent vivent ensemble. Les riches vivent ensemble entre riches, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, agnostiques, bouddhistes, et les pauvres, qu'ils soient gitans, musulmans, chrétiens, juifs. À Sarcelles, par exemple, dans le 95, il y a beaucoup de juifs. Et c'était des familles extrêmement modestes. Et quand ils commencent à avoir un peu de sous, ben ils partent, ils vont dans le 16e, ils vont dans le 8e. Bon. Dans ce rapport, vous imaginez que le président Macron a réuni le Conseil de défense. Vous imaginez? On croit qu'il y a la guerre, il va y avoir la guerre demain avec la Russie ou avec, je ne sais pas moi, avec la Chine. Un Conseil de défense pour parler des frères musulmans qui sont dans des associations ou dans des mosquées. Et donc il dit, dans ce rapport, qu'il y a une menace pour la cohésion nationale. Menace pour la cohésion nationale. C'est du lourd, hein, c'est du lourd. Hein. Avec le développement d'un islamisme par le bas au niveau des associations, des municipalités. Hop, attention, il y aura les élections dans un an dans les mairies. Attention. Émanant des frères musulmans. Waouh! Ils sont puissants les frères musulmans, hein, quand on lit ce qui a marqué. Hein. C'est waouh, waouh, waouh. Et donc, M. Macron a demandé au gouvernement de formuler des nouvelles propositions qui seront examinées lors d'un prochain conseil de défense au début du mois de juin. Ah oui, ils ont intérêt à vite travailler. Il reste combien là? Là, on est le 25, c'est ça? 24, 25, 26, il reste une semaine, ils ont intérêt à bachoter, comme on dit. Hein. Un peu comme si Macron demandait à ses ministres de passer le bac, là. Donc, au mois de juin, il faut aller vite. Hein. Il faut aller très, très vite. Ça, c'est un communiqué de l'Élysée, s'il vous plaît. Mais, à côté de ça, il dit attention, il ne faut pas faire d'amalgame entre islam, islamisme politique et radicalité. Comme si les 66 millions de Français vont faire la différence. Islam, islamisme, radicalité. Mais pour eux, c'est pareil. À partir du moment où quelqu'un fait le ramadan, fait la prière ou va à la mosquée, ben évidemment, pour eux, c'est tout ça, c'est kiff-kiff. C'est Ben Laden, c'est Al-Qaïda, c'est Acmi, c'est... Allez dire à des Français, c'est quoi la différence entre tous ces mots-là? Tous ces mots-là. Et bien justement, puisqu'on parle de mots, parlons de mots. Je vais vous présenter un livre d'un grand écrivain, essayiste, critique littéraire français qui est mort en 68, si ma mémoire est bonne, Jean Paulhan. Les incertitudes du langage. Il a beaucoup travaillé à la Nouvelle Revue française. Et parfois, il faut parler un peu de littérature. Mais on sort un peu des problèmes Paris, Alger, islam, musulman, etc. Et pourquoi je vous parle de ce livre, Les incertitudes du langage? Car notre ami Paulhan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une phrase très intéressante.
Je crois, disait-il, que le langage contient la clé de tous les problèmes qui nous préoccupent. Je répète, je crois que le langage contient la clé de tous les problèmes qui nous préoccupent. Et bien justement, comment on va faire la différence? Comment les Français vont faire la différence entre islam, islamisme et radicalité? Mais c'est impossible. Et c'est pour ça que Jean-Paul en parlait des incertitudes du langage. Donc, monsieur Macron, monsieur Retailleau, monsieur Darmanin, mais ils font exprès de jouer sur les incertitudes du langage. Comme ça, tout le monde va avoir peur des musulmans. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Bon, donc tout ça pour vous dire que c'est bien voulu, ce mélange sémantique, cette incertitude du langage. C'est voulu, c'est pour créer la confusion et créer des amalgames. Il n'est pas bête, Macron, attention, il a fait l'école normale supérieure, n'oubliez pas. Alors, le rapport sur les frères musulmans a été évidemment très médiatisé à l'étranger. C'est le Courrier international qui le dit, très médiatisé à l'étranger. Et il cite, allez, en vrac, le journal italien Il Foglio. À peine publié, ce rapport fait déjà figure de rapport choc en France, écrit le journal libéral Il Foglio en Italie. Mercredi 21 mai, Emmanuel Macron a réuni un conseil de défense à l'Élysée. Il était consacré aux frères musulmans et à un rapport gouvernemental qui met en garde contre le développement d'une islamisation par le bas dans l'Hexagone. En clair, ils ont peur que la France devienne algérienne. Aussi, il a immédiatement fait l'objet d'une surenchère de réactions politiques, observe la presse étrangère. Mais évidemment, tous les partis politiques, notamment de droite et d'extrême droite, allez, ont plongé dans ce rapport. Et oui, comme ça, on ne parle plus de la baisse de popularité de M. Macron, on ne parle plus d'Algérie. C'est fini l'Algérie. On a assez humilié l'Algérie, on a mis des diplomates algériens en prison, il y a le parquet national antiterroriste qui s'occupe des diplomates algériens. Allez, c'est bon, maintenant, allez, on passe à autre chose maintenant. Parce que là, il faut préparer 2027 maintenant. L'Algérie, c'est bon, ils ont donné. De temps en temps, ils vont parler de l'auteur algéro-français, il va peut-être être libéré d'ailleurs au mois de juillet, je ne sais pas, parce que le verdict c'est le 1er juillet, donc peut-être le 5 juillet, il risque de se passer quelque chose. Mais on aura loupé quand même l'événement du 18 juin à l'ONU. Je vous rappelle qu'il y a un événement important sur la reconnaissance de l'État palestinien. J'aurais souhaité que notre pays négocie avec les Américains avant que les Américains reconnaissent un État palestinien, en mettant de côté pour le moment Gaza. Ça serait astucieux, n'est-ce pas, mes chers diplomates algériens? Je poursuis. Pour commencer, le format de discussion a alerté les médias. Le Conseil de défense est une instance qui traite des crises comme celle de l'Ukraine et des grandes questions militaires et géopolitiques, explique la Vanguardia espagnole. Ben oui, normalement, ce genre de discussion, ça se traite entre conseillers, voilà, conseiller du ministère de l'Intérieur, conseiller du ministère de la Justice, conseiller du ministère de la Citoyenneté et de l'Intégration, mais c'est pas dans le cadre d'un conseil de défense à l'Élysée qu'on parle de ces petits problèmes sociétaux, voyons. C'est un peu comme si vous demandez au président de la République de gérer les problèmes de parking au supermarché du coin, voyons. C'est absurde. Ce choix renchérit le Temps. Le Temps, c'est un journal suisse. Dit bien l'importance que veut donner l'Élysée à ce moment. Donc en clair, après avoir mis en épingle la question algérienne, maintenant on met en épingle la question musulmane en France. C'est magnifique. Et puis les Français ont une expérience sur les questions musulmanes. Je vous rappelle que la France n'a jamais voulu appliquer la laïcité, la loi de 1905 en Algérie. Peut-être que vous ne le savez pas. Bon, les anciens le savent. La France, l'État français, n'a jamais voulu appliquer la laïcité, la loi sur la séparation de l'État et des Églises, qui a été approuvée en 1905. Ils n'ont jamais voulu l'appliquer en Algérie. Vous savez pourquoi? Si elle est appliquée en Algérie, les musulmans auraient le droit de construire autant de mosquées qu'ils le voudraient sur leurs fonds propres. Ah non, 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 l'État devait contrôler toutes les institutions religieuses musulmanes. Donc tout devait passer par l'autorisation
du préfet ou du gouverneur général. Et oui, ben justement, c'est une bonne introduction pour parler de cette loi sur la laïcité. Vous savez, j'entends beaucoup d'Algériens, notamment dans la diaspora, qui disent « Oui, mais l'Algérie doit être un pays laïque, l'Algérie doit être un pays laïque. » Mais l'Algérie n'a jamais été un pays laïque. L'Algérie n'a jamais été un pays laïque, même au temps de la colonisation française. Oui, je vous demande de replonger dans l'histoire. La laïcité, donc, qui est un dogme français qui date de 1905, n'a jamais été appliqué en Algérie. Donc pourquoi voulez-vous appliquer un concept qui n'a jamais été appliqué par la France, que certains adorent? Alors, Revue Esprit de mai 2011. Revue Esprit de mai 2011. Le titre de cette revue, c'est « Entre révolution et catastrophe, vague arabe, tsunami japonais ». Mais ce n'est pas cette question qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est un article d'un grand intellectuel qui s'appelle Jean-Louis Schlegel, qu'on ne voit pas, dont on ne s'inspire pas beaucoup, à vrai dire, qui s'appelle « La laïcité irritée par la visibilité des religions ». La laïcité irritée, c'est-à-dire énervée par la visibilité des religions. Jean-Louis Schlegel, Revue Esprit, mai 2011. Alors, bismillah. Que dit notre ami Jean-Louis Schlegel? Notre ami Jean-Louis Schlegel dit « Même si la plupart des Français ignorent la formulation et le contenu précis de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, la laïcité est un fait acquis dans les têtes françaises. » En clair, tout le monde dit « Oui, on est laïque, mais ils ne savent même pas ce qu'il y a dans la loi de 1905. » Voilà, ils répètent bêtement comme des perroquets. « Ah oui, nous on est laïque, nous on est laïque, nous on est laïque. » Intéressant, non? Donc ça, c'est première réflexion. Deuxième réflexion. 1905. Pourquoi la loi a été mise en place? À l'époque, il n'y avait pas de musulmans en France, il y en avait très peu. C'était pas la loi contre les musulmans. Non, 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 non. C'est une loi pour contenir l'Église catholique. Eh oui, la loi de 1905, c'est une loi qui a été concoctée par les républicains laïcs français contre l'Église catholique. Donc, rassurez-vous, mes chers compatriotes algériens ou musulmans, l'État français, il n'a pas un problème uniquement avec les musulmans, il a un problème avec toute visibilité religieuse, qu'elle soit juive, catholique ou musulmane. Et il dit en 1905, le législateur avait eu le mérite de faire la séparation des églises et de l'État contre un seul adversaire de taille, l'Église catholique. Et ce ne fut pas une mince affaire. Je vous rappelle qu'il y avait 36 000 églises. Elles sont toujours là d'ailleurs, mais elles sont vides. Ben oui, au bout de 120 ans de laïcité forcée, bah, évidemment, on n'enseigne pas la religion catholique à l'école. Bah, au bout d'un moment, bah, vous posez la question des Français. Oh, moi, je ne vais pas à l'église. Oh, je ne vais pas à la messe. Oui, il y a ce qu'on appelle une déreligiosisation de la France, qui était à l'époque, je vous le rappelle, pendant 1000 ans, la fille aînée de l'Église. Avant Rome, hein, attention. Donc, cependant, au-delà des violences autour de 1905, verbales mais aussi physiques, parce qu'il y a eu de la baston à l'époque, hein, au moment des inventaires, la majorité parlementaire qui vota la loi de laïcité avait au moins deux avantages. D'une part, elle connaissait bien son adversaire, c'est-à-dire nos amis catholiques, et d'autre part, le catholicisme était un culte, comme dit la loi, avec des représentants bien identifiés. Car il faut savoir que l'Église catholique est une église organisée, voilà, de façon pyramidale. Tout en haut, il y a le pape, les évêques, etc., jusqu'au curé, au prêtre. Mais dans l'islam, donc ça c'est ce qu'on appelle un clergé, le clergé catholique. Mais dans l'islam, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'organisation pyramidale du culte. Il y a le croyant et Dieu, tout en haut. Aucun intermédiaire, walou. Et ça, c'est un problème. Donc Sarkozy, à partir de 2004, il a voulu mettre en place, et il a mis en place, ça a échoué, le Conseil français du culte musulman, le CFCM, pour avoir des représentants légitimes. Et ça n'a pas marché, parce qu'il y avait la guerre entre les musulmans. Vous savez, les musulmans ils se sont mis d'accord pour ne pas s'entendre, comme dirait Ibn Khaldoun à propos des Arabes. Et donc c'est pour ça que ça ne marche pas, ça grince, ça grince, ça grince.
Donc voilà, notre ami Jean-Luc Schlegel, il rappelle que le problème numéro 1 de la loi de 1905, c'était d'abord s'attaquer au catholicisme. Et il dit maintenant, le nouveau combat de la laïcité, c'est quoi? C'est l'islam. Voilà, nouveau combat, islam et laïcité. Là, il est très lucide, hein, page 86. Et il rappelle que le problème a commencé avec la circulaire du 12 décembre 1989 de Jospin lorsqu'il était ministre de l'Éducation, après l'incident de Creil. Je vous ai parlé de l'école à Creil, le foulard de Creil en 89. Il disait à l'époque qu'il ne voulait pas faire de loi. Mais comme c'était ingérable, en gros, il demandait aux responsables des écoles françaises de gérer la question du foulard porté par les jeunes musulmanes. Mais entre 89 et 2004, il n'y a eu que des scandales à répétition qui ont été instrumentalisés par les partis de droite et d'extrême droite. Et c'est ce qui aboutit à la loi de mars 2004 sur les signes ostensibles, c'est-à-dire les signes visibles. Donc les signes ostensibles qui règlent finalement le problème des signes visibles pour les établissements scolaires, mais non pour l'espace public plus large. Donc d'abord les Français, vous savez les Français, l'État français travaille par étape par étape, step by step, douga douga comme on dit. Donc d'abord ils commencent à l'intérieur des écoles et après ils vont dans la rue. Donc 2004 c'était dans les établissements scolaires, interdiction des signes distinctifs de l'islam cette fois-ci. Dans les établissements scolaires, mais à partir de 2010, 2011, et là on atterrit au niqab, interdit partout. Et après on interdit les nounous, les fameuses accompagnatrices scolaires de porter le voile. Ensuite en 2016 l'affaire du burkini dans les plages. Ensuite il y a eu un débat sur l'interdiction du foulard à l'université, parce que normalement à partir de 18 ans chacun fait ce qu'il veut. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, vous pouvez porter ce que vous voulez. Même mon fils, à l'université Stanford, classé numéro 2 dans le monde, il avait une enseignante, une professeure, avec le niqab. Même moi, j'ai dit, waouh, incroyable l'Amérique. Et dans les grandes surfaces américaines, il y a même des publicités. Vous les voyez, par exemple, Target, ou Target comme vous voulez, aux États-Unis. C'est l'équivalent de Carrefour ou de Walmart. Ben, vous avez de la publicité avec des femmes en niqab. Donc les États-Unis, on a beau dire ce qu'on veut, c'est la liberté religieuse totale. Mais la France, je vous ai dit, elle a un nouveau combat. C'est Jean-Louis Schlegel qui l'a dit. Islam et laïcité. Et donc le problème de l'État français, c'est la visibilité des religions. Donc je reviens sur ce terme-là. Donc la République française ne supporte pas qu'autre chose que la République, c'est pour ça qu'ils ont imaginé Marianne, soit visible dans l'espace public. Il n'y a que la République qui doit être visible et en aucune manière une religion, quelle qu'elle soit, catholique, protestante, juive ou musulmane. Je vous rappelle, pour finir ce chapitre-là, que la République française a guillotiné le roi de France et la reine de France. Ne l'oubliez jamais, janvier 1793. La République française a guillotiné le roi de France. Et la royauté, ça datait, depuis Clovis. Hein. Donc vous imaginez, pratiquement 1300 ans, entre 500 et 1789. Vous imaginez? La République a guillotiné, elle a coupé les têtes, comme la tête des 300 nationalistes algériens. Coupé la tête. Allez, on n'en parle plus. Donc, et vous savez que le roi de France, c'était le représentant de Dieu sur terre. Et la République ne peut pas accepter que quelqu'un d'autre soit supérieur à elle. C'est tout. La République doit être supérieure à tout, même à Dieu. C'est pour ça qu'elle ne le reconnaît pas. Elle ne reconnaît aucune religion, sauf si, hop, les religions sont sous la responsabilité, sous l'autorité de la République. Et pourquoi cette République a commis un génocide chez les Chouans et les Vendéens, les ancêtres de Bruno Retailleau? Car les Vendéens étaient des royalistes catholiques. C'est pour ça qu'ils ont massacré 250 000 Chouans et Vendéens. Et aujourd'hui, notre ami Bruno Retailleau, il publie un rapport sur les frères musulmans et l'islam politique en France. Il a oublié que ses ancêtres ont été tués parce que justement c'était des catholiques. Mais Bruno Retailleau a des problèmes d'amnésie, je pense. Alors voici ce beau rapport, publié par le ministère de l'Intérieur. Donc c'est un extrait, 9 pages que vous pouvez trouver sur le site du ministère de l'Intérieur, voilà, en couleur.
Dossier de presse, rapport, frères musulmans et islamisme politique en France. Vous avez compris. L'État français a peur que demain, il y a plus de députés, mais autonomes, hein, pas qui appartiennent à LFI ou à la Renaissance ou à qu'est-ce qu'il y a d'autre, le Modem ou au Rassemblement National. Non, non, ils ont peur qu'il y ait des musulmans, des Français de culture musulmane, de leur propre parti. C'est ça la hantise. Voilà, voilà le rapport, ouais, il est bien, hein, couleur bleue, il est bien soigné. Hein. Donc sommaire, présentation de la mission, un groupe de hauts fonctionnaires missionnés en avril 2024 pour un travail approfondi destiné à documenter la réalité de l'islamisme. Pourquoi publier ce rapport? Un rapport porté à la connaissance du public pour dire ce qu'est l'islamisme et sensibiliser l'opinion sur sa réalité, comme l'ont déjà fait plusieurs pays dans le monde. 3. L'état de la menace. On croirait qu'ils ont la bombe nucléaire, les islamistes. Hein. L'état de la menace. Hein. En France, la mouvance des frères musulmans s'appuie sur des structures solides dans les champs culturels, éducatifs et sociaux et se diffuse au sein d'écosystèmes locaux, c'est-à-dire mairies. Voilà. Donc voilà le beau rapport. Donc je vais vous faire l'économie de ne pas m'éterniser dessus. J'en ai assez parlé. En tout cas, voilà, il y a 9 pages que vous pouvez lire sur le site. Alors, notre ami Emmanuel Macron a suscité une médiatisation à outrance au sujet de ce dossier. Mais il a dit, attention, il ne faut pas inquiéter les pays arabes. Regardez ce qu'il a fait. Il a écrit aux ambassadeurs des pays arabes, parce que pour dire, non, 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 vous inquiétez pas, il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas d'amalgame. Et vous savez pourquoi? Dans ce rapport-là, et là vous allez sourire, il y a même l'ex-ambassadeur d'Algérie qui a participé donc à des réunions, ou plutôt des interviews. Il a été interviewé. L'ex-ambassadeur d'Algérie, dont on accuse aujourd'hui son adjoint d'être un terroriste. Oui. Donc il dit, ah mince, mince, comment on a pu publier ça? Donc il a écrit aux ambassadeurs pour dire non, 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 il faut éviter tout risque d'attaque informationnelle, de manipulation de l'information, de fake news, notamment sur les réseaux sociaux. Vous vous rendez compte? C'est vraiment lamentable, vraiment lamentable. Alors maintenant, pour finir, ces 2 dernières minutes, je vais vous dire ce qui est en train de se faire, qui a commencé d'ailleurs. Ben, l'État français, au travers des préfectures, avait déjà en 2023, décembre 2023, mis fin au contrat liant un lycée musulman, le lycée musulman Averroès à Lille, qui a 100% de réussite au bac. Hein. Et pareil avec le groupe musulman Al-Kindi à Lyon. Pareil, il doit avoir 95% en bac. Vous vous rendez compte? Ouais, il commence à s'attaquer à des lycées musulmans d'excellence. Et pareil, là récemment, à cause du rapport, donc ça date du 22 mai, les chefs politiques de la région, vassals et musulmans, suspendent leurs aides et réclament une inspection dans le lycée privé de Marseille Ibn Khaldoun. Donc vous imaginez, ils veulent fermer les écoles musulmanes. Alors c'est vrai que là récemment, il y a quelques jours, c'était le 23 avril, le tribunal administratif de Lille a décidé d'obliger la région à réapporter son soutien financier au lycée Averroès de Lille. Mais croyez-moi, tout ça c'est provisoire. Hein, tout ça est provisoire. D'ailleurs, le président de région du Nord, qui s'appelle Xavier Bertrand, qui était candidat à la candidature aux élections présidentielles, il a dit « Je ne reprendrai pas les versements au lycée d'Averroès. » Vous imaginez? Il ne respecte même pas la loi. Mais je vous rassure, n'oubliez pas en France, le général de Gaulle, lorsqu'il y a eu les lois sur les congrégations en 1901 et 1904, est-ce que vous savez que le père du général de Gaulle, qui avait 3 doctorats, a été obligé d'envoyer son fils étudier en Belgique? Et oui, en Belgique. Il y a eu 60 000 Français qui ont quitté la France pour la Belgique, pour l'Espagne, pour l'Italie, car la France avait interdit les écoles des jésuites en France, ce qu'on appelle les congrégations. Donc ne rêvez pas, c'est la fin de la communauté musulmane en France et en Europe. Barakallahu fikum, tahiyat Jazair.